Bonjour. Elle est l'une des journalistes les plus emblématiques, incontournables du paysage audiovisuel français. Tous ceux qui font l'actualité, à commencer par les hommes et les femmes politiques de notre pays, se pressent sur le plateau de son émission quotidienne à 19h sur BFM TV. La proximité avec les politiques, la cohabitation de l'information avec les réseaux sociaux, c'est de tout cela dont nous allons parler avec notre invitée, observatrice privilégiée d'une société, mais peut-être aussi un peu actrice, Routel Krief. Merci beaucoup, bonjour. J'ai pas l'habitude des applaudissements, hein. Ça m'intimide énormément, je vous le dis tout de suite. C'est vrai, c'est ça qui vous manque sur votre plateau? Ah non, non, non. Moi, je suis pas du tout... Je suis journaliste. Ben voilà, le décor est planté. Journaliste et passionnée de journaliste. Oui, absolument, depuis toujours. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai décidé d'être journaliste. Et comment c'est venu? Parce que vous lisiez, vous regardiez, vous entendiez à la radio Alors, c'est compliqué. Je vivais au Maroc. Au Maroc, dans les années 70, il y a 2 chaînes officielles d'État. Et c'est pas tout à fait la presse d'aujourd'hui en France, vous voyez. Oui, j'imagine. Donc, j'écoutais plutôt la radio, j'écoutais Europe 1 notamment. Et c'est pas seulement ça. Moi, je lisais beaucoup de livres. J'avais un père qui était passionné d'histoire, qui avait vécu en France très longtemps, dont j'ai découvert quelques mois avant son décès, que sous la 4e République, il allait assister aux séances de l'Assemblée nationale, dans les tribunes du public. Il ne me l'avait jamais dit. Et je me suis dit, il y a une forme de filiation étonnante. Oui. Et qui était passionné par le monde autour, qui me racontait l'histoire avec un grand H tout le temps. J'ai une photo de moi que j'ai gardée symbolique, où je dois avoir 2-3 ans, et il y a le journal Le Monde à l'envers, parce que je ne savais pas lire encore. Mais déjà, cet objet m'attirait. Et puis, j'ai lu beaucoup de livres d'agents secrets, d'espionnage, et je me disais, ça c'est un travail incroyable de tout savoir, d'essayer de comprendre. Puis je me suis dit, non, bon, je ne pourrai jamais, physiquement, il faut être un athlète. Et ensuite, j'avais aussi envie de... Mais c'était peut-être déjà un petit peu l'excitation de percer quelques secrets aussi. C'est ça, de chercher, quoi. La curiosité, l'indiscrétion, d'être un peu derrière dans les coulisses, quoi, de comprendre. Bon, et puis c'est né petit à petit, voilà. C'était une évidence, au point où lorsque nous avons quitté le Maroc avec ma famille, nous sommes arrivés en France en 74, et après mon bac, quand j'ai dit à mes parents que je voulais toujours être journaliste, ils m'ont regardé effaré en me disant, mais on ne connaît personne, comment tu vas faire? C'est un métier, il faut connaître, il faut être... Et ils m'ont dit, mais tu ne veux pas faire médecine? J'ai dit non, maintenant j'admire énormément les médecins, évidemment, et la médecine. Bien que ce soit aussi un métier de compréhension. Formidable. Mais ce que je veux dire par là, c'était une montagne à gravir. Ouais. C'était vraiment un immense défi. Et donc, mais ça m'apparaissait évident. Et il fallait, et quand des jeunes étudiants aujourd'hui viennent et me disent j'ai envie d'être journaliste, je leur dis voilà, il faut y penser, c'est comme la politique, il faut penser en se réveillant le matin et en s'endormant le soir, du jour, de toutes les heures de la journée, de la nuit, du matin, il faut le vouloir plus que tout. Même en se rasant, hein, comme disait oui. ça. Et sinon, vous n'y arriverez pas. C'est cette détermination qui a été le fil conducteur, et en même temps, c'est une facilité. Quand on a cet objectif-là, la voie, je ne dis pas qu'elle est forcément plus facile, mais ça aide quand même, ça aide considérablement. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, quand j'étais jeune, je pensais que tout le monde avait une passion. Je trouvais que c'était évident. En fait, j'ai découvert que c'était un privilège, que c'était une chance. Une chance. Et c'est ce que j'essaye de transmettre. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'essayer de transmettre des idées, des débats, des contradictions, mais c'est aussi de transmettre de la passion. Et c'est de transmettre tout court. Et je découvre, quand je vois quelqu'un qui flotte un peu,
ça me fait de la peine. C'est-à-dire que je pense que vraiment avoir une passion, des passions bien sûr, mais enfin une passion, c'est une chance dans la vie, parce qu'on est guidé et dans le fond, on n'a pas le choix. Il peut y avoir aussi la possibilité, je pense, vous faites référence à ces gens qui flottent un peu, des rencontres aussi quelquefois peuvent aider Vous avez bénéficié aussi de rencontres comme ça importantes dans votre vie professionnelle, au début de... Alors vous connaissez cette phrase dans le journalisme qui dit que ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle. Il faut aller chercher sa chance. Il faut aller... Alors, je me souviens quand j'étais étudiante à Sciences Po, j'ai des amis que j'adore qui sont pas loin, qui viennent de cette région. On allait au restaurant ou on allait dans des petits bistrots et tout, et je regardais partout. Je me disais, mais c'est insupportable d'aller avec toi au restaurant ou de sortir. Je dis, oui, mais moi, tout m'intéresse, j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir. Et s'il y avait quelqu'un qui m'intéressait, j'allais le voir. Donc, quand on vient me voir aujourd'hui, ça me touche énormément. Voilà, parce que c'est normal, c'est comme ça qu'on se construit. Alors, vous avez fait un passage dans la presse écrite, Le Matin de Paris, comme Claire Chazal, que nous accueillons hier aussi. Qui était au Quotidien de Paris, à la même époque. Oui. Et très vite, la télévision s'est imposée. Alors, c'est une des rencontres merveilleuses de Michel Cotta, qui m'avait vue en reportage et qui a été nommée directrice de TF1, qui venait d'être privatisée. Et là, c'est pareil. C'est une journée dont je me souviendrai tout le temps. J'avais 26 ans. Et j'avais 2 rendez-vous parce que Le Matin de Paris périclitait et j'avais 2 rendez-vous dans la journée, un RTL avec Olivier Mazerolle qui était le patron et un autre à TF1 dans l'heure qui suivait. Olivier Mazerolle me dit je t'embauche. Je dis oui mais on en reparle on verra, on va voir. Et je vais voir Michel Cotta qui me dit je te prends. Et je dis oui mais Olivier Mazerolle, oui ça c'est une chance incroyable. Voilà, c'est de la chance, c'est de la chance. Et je lui dis, oui, mais je suis embauchée. Elle me dit, on signera le contrat plus tard. Je dis, oui, mais j'ai peut-être une proposition ailleurs. Elle me dit, bon, on signe tout de suite. Et j'ai bien fait, parce qu'il y avait d'autres gens dans la même situation que moi qui n'ont jamais signé leur contrat, parce que voilà, il faut saisir sa chance. C'est aussi, voilà, il faut être tout le temps en éveil, tout le temps... et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup. Après cette chance, est-ce que c'est vous qui choisissez de devenir l'intervieweuse que vous êtes aujourd'hui parce que les journalistes, il y a beaucoup qui font des reportages, vous en avez fait aussi bien évidemment, mais ce goût pour la rencontre à l'autre, pour l'interroger et faire passer cette information, c'est vous qui l'avez construit ? J'ai d'abord été reporter, j'ai sillonné les routes sur des campagnes électorales, dans des petits coucous, le matin, le soir. J'ai énormément appris de la France. J'ai énormément rencontré des paysages, des cultures, des gastronomies. Je suis très heureuse de ça. Je suis imprégnée de ces voyages. Ça m'a beaucoup apporté. Et puis, les opportunités sont arrivées. On a créé LCI. Je suis allée avant en reportage et en poste aux États-Unis, à Washington. Et puis à LCI, on m'a proposé de faire l'interview, à l'époque aussi de 19h. C'est mon heure. Hein. Et en fait, merci d'être là aussitôt. Mais en fait, dans l'interview, il y a 2 aspects. Il y a un aspect poussé dans ses retranchements, mais il y a aussi un aspect écoute. Et c'est les 2 qui m'intéressent. Dans l'interview, il y a dites, allez-y, sortez les choses, mais il y a aussi, je suis assise et je vous entends et je suis dans l'empathie. Et tout dépend de quelle situation. Chaque interview est une nouvelle histoire. Et c'est une rencontre. Ça peut être une rencontre dure. Ça peut être une rencontre dans laquelle l'autre a, entre guillemets, des comptes à rendre à la société, aux Français. Mais ça peut être aussi une rencontre, justement, d'empathie, d'explication, d'écoute. Et donc, tout dépend vraiment de la situation. C'est pour ça qu'on se renouvelle, de fait, chaque fois, chaque jour. Et pour moi... C'était très important, si je reviens à l'origine de ce métier, pour moi, dans ce choix, c'est que tous les jours, je me réveille en ne sachant pas exactement ce qui allait m'arriver. Ça, c'est très important. C'est une chance aussi. Alors, vous venez de nous expliquer les campagnes électorales. C'est comme ça que la politique est entrée dans votre vie de journaliste ou déjà Franchement, depuis que je suis toute petite. C'est ça.
je vous dis, mon père, alors ma mère était professeure de français et mon père était dans l'automobile, mais il était imprégné de politique et d'histoire. Et donc, il m'a, mais très très jeune, il m'a raconté voilà, la 4e République, les conflits, la guerre, la guerre froide, enfin, voilà, ça faisait partie des sujets de conversation quotidiens. Donc, la politique, c'était tout à fait naturel. Mais la politique, pas dans l'aspect combat, la politique dans les idées, la politique dans le débat d'idées. Après, ça devient un combat, ça devient des luttes partisanes, ça devient des luttes pour le pouvoir. Bon, c'est aussi ce théâtre-là qui est intéressant. Tout à fait. Cette comédie humaine aussi, hein, avec la psychologie aussi des acteurs qui m'intéressent. Mais quand même, c'est d'abord les idées qui mènent le monde, n'est-ce pas? Je crois qu'on connaît le nom. Oui, hein. c'est ça. Alors, vous parliez effectivement, je disais d'ailleurs en vous présentant, cette proximité, parce que comment réussit-on à garder le fil conducteur, la crête entre la proximité avec celui que vous recevez, que vous interrogez, et sans aller jusqu'à la trop grande proximité? Ben, c'est un exercice quotidien. C'est le piège qu'il faut éviter. Une des protections que j'ai mises là-dessus, c'est de vivre avec des gens qui ne sont pas dans la politique. Mon mari, ma famille, mes amis. Ça, c'est une grande protection contre cela. Garde-fou. Oui, absolument. C'est une autre planète. Alors, je la connais par cœur, parce que j'ai un certain âge maintenant. Mais je la comprends. J'essaye de l'expliquer. Je considère qu'être un politique est un dur métier. Je ne suis pas du tout dans une forme de populisme qui est de dénoncer les politiques. J'essaye d'expliquer que c'est un métier d'engagement, un métier de sacrifice, un métier de pouvoir aussi, bien sûr, avec des avantages, mais aussi une forme de sacrifice pour les autres. Donc, mais ça n'est pas mon monde. Mon monde, il est d'abord ma famille, mes amis, mes livres, le bonheur de ceux qui m'entourent. Enfin, je sais pas. Donc, ça m'intéresse comme un objet d'analyse. Mais ça n'est pas celui dans lequel j'évolue, même si j'essaye de le comprendre au mieux. Voilà. Donc, c'est un effort quotidien, oui. Mais est-ce qu'on peut parvenir à cette étanchéité quand même? Parce que c'est très difficile. On ne peut pas non plus se reprocher d'avoir un penchant pour l'un ou pour l'autre. Je ne parle pas forcément d'ailleurs de la classe politique, mais des gens que vous recevez. Ça peut passer mieux avec l'un ou avec l'autre. Bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire, quand on me demande autour de moi, bon, tu les connais tous, tu les as vus depuis longtemps, etc., qui sont les plus extraordinaires? Oui. Ben, pour moi... Ma première réponse, c'est d'abord tous ceux qui sont arrivés là, ils sont brillants, parce que sinon ils ne seraient pas là. Ils sont intelligents, ils sont forts, ils ont aussi cette détermination fondamentale, ils ont ce talent. Mais ce qui compte pour moi, à l'arrivée, ce sont les valeurs humaines. C'est-à-dire ceux qui sont loyaux, fidèles, sincères, engagés, qui sont... Voilà. Et c'est comme ça que je fais le tri, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas avec tout le monde, heureusement. Mais j'ai en plus cette liberté aujourd'hui, par l'âge, le temps, l'expérience. Et la position qui est la vôtre aujourd'hui. Oui, mais je ne considère pas que c'est une position. Vous savez ce que c'est d'être aujourd'hui là? C'est être exposé, justement. Oui, c'est prendre des coups, c'est que chaque mot soit examiné. Oui. C'est pas tout à fait ce que j'ai demandé. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça que j'ai fait ce métier. Hein. C'est pas du tout pour ça. Moi, je le fais parce que j'aime dialoguer, écouter et faire évoluer des idées. Mais c'est pas, je le vis pas comme une position. Vous voyez, enfin, sincèrement, les applaudissements, c'est gênant pour moi, au sens, je suis très touchée. Mais c'est pas pour ça que je fais ce métier. Si j'ai accepté de venir ici, c'est parce que je trouve que le thème était beau, que ça me fait plaisir de voyager en France, de rencontrer les gens, de les entendre, de leur parler. C'est pas au nom d'un statut. Oui. Elle pourrait se contenter d'attendre que les invités s'assoient face à elle, mais c'est tout l'inverse, il faut la freiner. Vous savez qui dit ça? Oui, c'est Hervé Bérou, c'est votre patron, mon boss. C'est pas mal. Ça m'a touchée énormément.
Et c'est vrai ça, vous êtes toujours en quête, vous n'êtes jamais, on vient de le mesurer en vous écoutant déjà, las, il y a toujours quelque chose à découvrir, à conquérir quand vous recevez vos invités. Oui, ou bien à chercher ce qu'il faut faire de nouveau, ou essayer d'aller... bon, ça s'appelle dans notre jargon faire un coup. C'est pas vulgaire. C'est essayer de proposer à ceux qui nous écoutent quelque chose de nouveau, et essayer de faire vivre un événement. Oui, ça m'excite entre guillemets toujours. Oui, ouais, ça m'intéresse toujours, ça me passionne toujours. C'est une forme d'excitation, c'est une forme bon, et puis là, il faisait allusion à la campagne électorale de l'année dernière, qui était une année extrêmement particulière quand même. Alors justement, c'était la 6e campagne présidentielle que vous couvriez. Elle était vraiment très singulière, nous l'avons vécue, mais vous qui étiez... Je reviens toujours à ça parce que vous êtes à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Comment l'avez-vous vécu? Et ces débats, on reviendra sur ces débats que vous avez animés. Pour moi, c'était une des années les plus dures et les plus violentes. Bizarrement, les gens pensent que... Enfin, il y a des gens qui l'ont vécu comme aussi une conquête extrêmement... comment dire, exaltante. C'était aussi ça pour ceux qui ont gagné, bien sûr. Hein. Mais comme journaliste, c'était une expérience particulièrement difficile, mais passionnante, hein, et forte, hein, qui restera toujours. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur le plan... Je vais parler d'abord sur le fond et après sur le plan personnel. Sur le fond, en novembre, c'était déjà presque 2 mois de campagne primaire de la droite. On sentait déjà qu'il y avait un extrême rejet des partis installés, que Marine Le Pen serait sans doute au 2e tour, mais qu'il y avait aussi une forme de très grande insatisfaction des Français du système qu'on leur proposait. Et donc tout ça, on sentait bouillonner. Donc on se disait, qu'est-ce qui va se passer? Et puis ça a été une suite de coups de théâtre. Oui. Que je serais très prétentieuse de dire que j'avais prévu, pas du tout. Hein. Personne, enfin moi, j'assume de ne pas avoir anticipé exactement ce qui s'est passé. Mais en revanche, je ressentais que c'était des bouleversements qui se passaient, qu'il y avait une forme de fin de cycle, qu'il y avait une forme d'épuisement, d'essoufflement de tout un système, de toute une époque. Mais pour autant, je ne peux pas dire, et je serais extrêmement présomptueuse de dire « Ah oui, j'avais prévu, etc. » Non. Je pensais qu'il allait se passer des choses très étonnantes et que le casting qu'on nous avait promis ou prévu à la fin du mois d'août, quand on est rentré de vacances l'année dernière, qui était Nicolas Sarkozy face à François Hollande en avril 2017, ce ne serait pas ça. Mais qui, comment, je ne savais pas exactement. Voilà. Mais... Après, sur le plan personnel, comme journaliste et comme personne, c'était extrêmement dur parce que BFM TV a été leader dans cette campagne et j'en suis très fière. Nous avons créé des événements, nous avons animé des grands débats, nous avons été à l'origine de moments très forts. Mais du coup, moi et d'autres journalistes, on a été l'objet de critiques dans tous les sens. Alors c'est ça qui est rassurant. On en a pris pour notre grade, et moi aussi particulièrement, dans tous les sens, de tous les camps, et c'était pas sans violence. C'est-à-dire que le matin, j'arrivais au bureau et je voyais la tête de mes équipes, et je savais qu'il y avait eu une campagne sur Twitter ou sur autre contre moi. Ils me disaient, bon, aujourd'hui, pas facile. Ah bon, très bien. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où aujourd'hui? Et il fallait vivre avec. Ouais. Et j'ai décidé, considéré qu'il n'était pas, que j'allais pas répondre ou que j'allais pas être une actrice de cela. Mon rôle, il fallait absolument que je reste d'abord une observatrice. Et donc, on voulait peut-être me tirer vers le statut d'une actrice de la campagne, et je ne le voulais pas. Donc, je me suis laissée attaquer, parfois totalement injustement à mes yeux, mais j'ai décidé de ne pas répondre. Parce que sinon, je rentrais dans la campagne, d'une façon ou d'une autre, et je ne le voulais pas. Donc, ce n'était pas facile. Parce que je vous dis, alors ça a été... Oui, on vous a reproché d'être proche de Fillon, et puis après de Benoît Hamon, et puis après d'Emmanuel Macron. Donc finalement,
Où trouver Routel Krief? Nulle part et partout. Oui, c'est ça. Comme dans la campagne de 2012, j'étais une sarkozyste ou j'étais une hollandienne, entre guillemets, etc. Et tout est très bien parce que comme ça, on ne sait pas où je suis. Et c'est vrai que c'est ça, c'est bien pour ça. Mais parfois, on ronge son frein et on se dit, oh là là, j'ai bien envie d'expliquer que ce qu'on m'a reproché à la fin de la campagne, par exemple, j'étais censée avoir fait un check à Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron, comme si c'était un homme à faire des checks. Et comme si moi, j'étais quelqu'un qui faisait des checks. Bon, mais il se trouve que, juste un mot pour raconter cette fameuse journée, c'est la journée à Amiens où Emmanuel Macron va à Whirlpool. C'est une journée clé du deuxième tour de la campagne électorale. Le matin, il fait une réunion avec les syndicats. Moi, je suis à la conférence de presse, je lui pose des questions et on apprend que Marine Le Pen est arrivée sur l'usine de Whirlpool. Et d'ailleurs, BFM TV, par principe, parce qu'on est très dans l'anticipation, grâce à Hervé Bérou, notamment, qui est notre boss et qui est brillant, a envoyé des équipes partout. Donc, il y a une équipe à l'usine de Whirlpool et on est les premiers à faire... À montrer les images de Marine Le Pen qui arrive en terrain conquis, qui a préparé avec quelques militants à elle. Et là, il y a beaucoup de fébrilité dans l'équipe d'Emmanuel Macron et il décide d'y aller. Donc je le suis et je vois à quel point il arrive avec sincèrement du courage physique à retourner les ouvriers de Whirlpool qui sont très agressif et très en colère. Et il se passe donc une scène très forte parce que c'est l'enjeu d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est cela, c'est lutter contre les populismes d'extrême droite et d'extrême gauche. Et ce jour-là, c'est ça, c'est François Ruffin qui est là et les gens du Front National, et Emmanuel Macron marche et leur répond. Donc c'est un moment clé de la campagne et je le décris, je le rapporte, parce que c'est mon métier, c'est rapporter, c'est expliquer. Avec les pneus qui brûlent autour, des canettes de coca qui sont lancées, des cailloux, enfin c'est une tension très très forte. Et le soir... Alors, pendant l'après-midi, je demande au staff d'Emmanuel Macron de faire une interview. Mais c'est pas sûr, on me dit non, c'est pas sûr, etc. Et finalement, on arrive au meeting à Amiens, et une heure avant, on me dit si, tu l'auras. Donc c'est quand même pour moi bien, évidemment. Et donc je prépare un petit mini-studio derrière le rideau, comme si c'est derrière là. Et donc on est là, je suis installée sur mon fauteuil, et... Emmanuel Macron vient, on fait l'interview, il s'en va, et il y a quelqu'un de mon équipe qui passe et qui me prend la main pour me dire « Top, on l'a fait ». Bon. Et je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, ça fait ça, et il y a juste ce petit moment-là qui passe à l'antenne, et il y a apparemment un militant de Marine Le Pen qui prend cette image et qui lance sa campagne sur Twitter pour dire elle a fait un check à Emmanuel Macron. Et moi, je rentre. Alors, je suis quand même très contente parce que j'ai fait l'interview du jour, quoi, franchement. Bah oui. Et j'ai des compliments de ma rédaction. Enfin bon, j'arrive chez moi, il est minuit, je suis un peu fatiguée comme tout le monde, et j'ai un coup de fil de mon patron qui me dit t'as fait un check à Emmanuel Macron Je dis ah bon, enfin non. Je ne comprends pas. Et du coup, la campagne commence, et c'est au quotidien avec Yann Barthès qui dit, etc. Enfin bon, c'est un déferlement, et on décide de ne pas répondre. Mais je donne c'est dur, ça, non? C'est très, très dur, franchement, c'est très, très dur, parce que beaucoup s'en donnent à cœur joie. Et y compris des gens qui ne me veulent pas du mal, hein, mais qui pensent que je suis dans une telle relation avec les hommes politiques. Et on a des gens qui appellent, moi je décide de ne pas répondre, mais on donne une indication qui est très simple, c'est qu'Emmanuel Macron, il a une bague, il a 2 bagues. Enfin, à l'époque, il en avait, je ne sais pas aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas vu particulièrement. Bon, il a 2 bagues. Et on dit aux journalistes qui sont partis en vrille, là, qui sont partis, qui m'attaquent, vérifiez la main avec laquelle je fais le check, est-ce qu'il y a des bagues? Non, il n'y en a pas. C'est tout simple, c'est le métier de journaliste. Donc le lendemain soir, Yann Barthès, que j'aime beaucoup au quotidien, rectifie et dit vous voyez, il n'y a pas de bague, c'était pas Emmanuel Macron. Mais pendant 48 heures,
Et en fait, vous verrez aussi encore des gens qui pensent que j'ai pas Jack Emmanuel. Ça n'a aucune importance. Mais c'était dur de garder sa réserve et d'essayer de rester sur cette posture très importante, qui n'est pas une posture, qui est une position, qui est je suis observatrice, je ne réponds pas, je ne réagis pas, je suis assise à mon siège, je regarde, j'explique, j'observe, mais je n'interviens pas, je ne suis pas une actrice. Ces déchaînements, ces déferlements, justement, c'est ça qui est très nouveau dans l'information, dans le traitement de l'information et tout particulièrement de l'information politique depuis quelques années. On ne voyait pas, alors évidemment, les réseaux sociaux et sans doute aussi un peu les chaînes Tout Info, dont vous êtes le visage et la voix. Comment on cohabite avec tout ça ? C'est dur. C'est dur. Moi, ma grande fille s'est désabonnée de Facebook. Alors que c'est quand même vraiment un instrument de travail. Alors elle a son compte professionnel, mais pendant la campagne, elle l'a très mal vécu, très mal vécu. Parce qu'on est devenu un objet de critique, de jeu de massacre. Ce qui m'a frappée aussi, c'est qu'il y a une forme d'incompréhension du métier qu'on a fait ces derniers temps. Moi, je pose des questions. Et quand je pose des questions, je suis provocatrice. Je prêche le faux pour avoir le vrai. Je cherche à pousser l'autre dans ses retranchements. Et parfois, je pose... Souvent un peu cash, d'ailleurs. Oui, mais oui, avec une volonté d'être assez cash, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que ma question est ma conviction. Ma question, ce n'est pas un éditorial. C'est fou, quoi. Il y a une forme d'incompréhension de ce qui est devenu notre métier. Quand je pose une question, alors voilà, j'ai eu le journaliste du Canard enchaîné quand il y a la campagne sur François Fillon. Sur Pénélope Fillon. Et je dis, est-ce que vous allez faire d'autres révélations ? Est-ce que ça va être un poison lent qui va être est-ce que dans vous allez cette feuilletonner ? Voilà, oui, bien sûr. Mais moi, dans ces cas-là, je veux lui faire expliquer ce qu'est son métier d'investigateur, etc. Et il répond en me disant, oui, c'est notre métier. Mon métier, c'est de raconter. J'ai enquêté, on a enquêté, on va le faire. Je suis très, très contente, moi, de sa réponse. Vous vouliez l'amener à ça ? Bien sûr. Ça ne signifie pas... Mais c'est normal que je me fasse, en quelque sorte, l'avocat du diable en permanence. C'est mon rôle d'aller chercher, d'être le poil à gratter. Ça ne veut pas dire que c'est ma conviction. Il faut détacher cela. Et alors, c'est devenu... Ruth Elkrieff pense que sortir l'affaire Fillon, c'est un poison lent qui va... c'est mon métier. Voilà, quand j'interviewe le journaliste du Canard enchaîné, je suis de l'autre côté de la barrière, je pose la question. Et puis tout est comme ça, quand à un moment je commente le fait que la transparence totale, elle peut être totalitaire. C'est une vraie question. C'est une question c'est un sujet de philo de terminale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est évident. On n'a pas 4 heures. Non, mais c'est pour ça, c'est normal. Je peux poser... est-ce que la transparence totale n'est pas totalitaire ? Alors, Ruth Elkrieff est contre la transparence totale. D'une certaine façon... La dictature de la transparence. La dictature de la transparence. Mais... oui, vous voyez, c'est totalitaire, c'est un système totalitaire. Moi, je suis journaliste, je cherche à savoir ce qui est de l'ordre des idées, pas toujours de l'ordre de la personne. Je respecte les personnes et je suis dans la recherche des idées. Voilà, alors peut-être c'est vieux jeu, vous voyez, peut-être que c'est vieux jeu, ça m'est égal, ça m'est égal. Vous récusez que l'on vous réduise au titre de journaliste politique ou d'éditorialiste. Vous voulez juste journaliste ? Oui, ça c'est très important pour moi. J'ai été reporter en Amérique, j'ai été reporter dans d'autres terrains, j'ai été reporter en France, dans toute la France, comme je vous l'ai dit. Oui, être un journaliste, c'est être un journaliste complet. Et j'ai eu la chance de vivre avec, par exemple, des gens très proches qui sont aussi des économistes, qui ont aussi une vision du monde qui nous entoure. J'ai voyagé. Donc, je ne suis pas seulement une journaliste qui raconte les manœuvres politiques seulement. Elle m'intéresse parce que c'est un jeu de rôle et parce qu'il y a une comédie là-dedans et que j'ai envie de la décrypter pour les Français. Mais ma vision, elle se veut une vision grand angle. Elle se veut une vision sur
quel est le rôle de la France dans le reste du monde, quel est le regard qu'on peut avoir sur nous, quelle est notre place dans la mondialisation, qu'est-ce qui se passe tout autour de nous. On n'est pas seulement autocentré. Donc, je suis une journaliste tout court, oui. Le journalisme, c'est un peu du journalisme bashing, et les journalistes sont depuis très longtemps le punching ball des politiques. Balzac déjà le fustigeait en son temps. C'est très à la mode, oui. Et aujourd'hui, tous les hommes politiques sont très contents de taper sur les journalistes. Bien sûr. Pour moi, ça fait partie du jeu. Ça ne me choque pas outre mesure, c'est-à-dire qu'on est dans vos courtisans. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai jamais considéré qu'on était au-dessus de toute critique. Je pense qu'on doit se remettre en question. Je pense qu'on doit entendre et que j'ai pas vraiment, ça me touche. Je pense qu'on a une responsabilité. Je pense qu'on se doit toujours de savoir l'importance ou l'influence qu'on peut avoir, et on doit mesurer nos propos en fonction de cela. Et donc, sincèrement, ça ne me choque pas. J'entends. Ce qui peut parfois m'amuser, c'est de montrer que ce journalisme bashing, c'est aussi un peu du populisme et que tous s'y prêtent. Et ça peut m'amuser de voir qu'on nous utilise aussi, qu'on nous instrumentalise là-dedans. Et je peux aussi le dénoncer ou le raconter. Mais la critique de fond m'intéresse. Je ne suis absolument pas au-dessus de ça. Je pense que... C'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye d'être sincèrement la moins démagogique possible. J'essaye, je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais je sais quelle importance on peut avoir. J'essaye d'être attentive à ça, oui. La presse est toujours le quatrième pouvoir ? J'en sais rien. Je ne sais pas si on peut... Oui, on a de l'influence au sens... les gens passent sur nos plateaux. Mais voyez, encore une fois, je ne sais pas... on peut pas. Qui peut me définir? Enfin, moi, je sais pas. Je suis pas. J'ai pas envie d'être définissable, réduite à ce que je pourrais être. Même si je revendique des engagements au sens. Je suis très claire sur la position des femmes dans la société française ou dans le monde. Je suis extrêmement en colère sur la régression qu'il peut y avoir sur la place des femmes dans le reste du monde, et je suis attentive à cela, y compris en France. Ça, je le revendique. Ça, c'est l'utilité du journaliste aussi, du journalisme. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un engagement personnel. Moi, je me suis battue pour être une femme émancipée et libre de ses choix, et j'ai très peur de la régression là-dessus, en France et dans le monde, et donc ça, je le revendique. Je revendique aussi d'être, je veux dire, venant du Maroc, jeune, adolescente, j'ai trouvé dans la France un modèle totalement émancipateur. Je suis très attachée à l'universalisme du modèle français, à la laïcité, à la République française. Et je le revendique aussi d'une certaine façon parce que c'est un modèle émancipateur pour les femmes. Et donc là-dessus, disons que ce sont des engagements de fond que je revendique au sens où ils me paraissent naturels, et je pense que, en fait, quand je les ai vécus jeune, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est précieux d'être dans notre société. Et peut-être qu'on se rend pas assez compte à quel point la France est une société de liberté et qui permet aux individus d'être libres. Beaucoup de pays aujourd'hui, de toutes sortes, sont imprégnés sont des contraintes, enfin, sont des sociétés dans lesquelles la contrainte est revenue, dans laquelle le groupe est une pression, dans laquelle le regard du reste de sa société ou de son groupe ou de sa communauté est une pression et une contrainte. Et ça, pour moi, ça me fait horreur, et c'est une régression. Donc là-dessus, je suis plus engagée aujourd'hui que je l'ai été parce que je me rends compte qu'on régresse. Donc voilà. Après, tout le reste des idées m'intéresse, le débat d'idées m'intéresse et m'importe. Mais ces deux choses-là sont très importantes pour moi, oui. Ces engagements-là auxquels vous pensez lorsque vous vous dites journaliste, citoyenne, responsable? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai très mal de voir
que des petites filles ne sont pas autorisées à apprendre à lire dans certaines sociétés, qu'elles ne sont pas autorisées à aller à l'école, que des jeunes femmes ne peuvent pas vivre leur vie, etc. Pour moi, ça me touche énormément parce que j'aurais pu en être et j'ai réussi, moi, à en sortir. Donc, aujourd'hui, en France, il faut qu'on conserve ce modèle dans lequel chacun est un individu libre de choisir son destin. Les femmes et les hommes, mais les femmes. Quelle richesse. Oui, mais on ne se rend peut-être pas assez compte à quel point c'est précieux. Vous racontiez tout à l'heure le goût pour l'histoire qu'avait votre papa, qu'il vous a transmis aussi. Est-ce que dans le métier que vous faites, ce que vous faites tous les jours, vous n'avez pas le sentiment... Je veux rendre hommage à ma maman qui m'a appris le français au sens l'amour de la langue et l'amour de la littérature et de la langue française, même si je ne suis pas à la hauteur, mais enfin, en tout cas, voilà, ce bonheur, pour être juste. Bon, papa et maman. Oui. Maman pour le français, papa pour l'histoire. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment du rôle que vous jouez aujourd'hui, de vivre cette histoire en direct? Parce que vous avez vécu des moments auxquels nous assistons, nous, en tant que spectateurs. Vous étiez au cœur de l'événement. C'est l'histoire en train de se construire. Oui, non, mais ça, c'est une chance. Privilège. Encore une fois, c'est une chance. C'est pour ça que ce métier, pour moi, c'est un métier de transmission. En gros, j'ai la chance de vivre au premier rang des événements majeurs. Donc, mon rôle, ma responsabilité, mon devoir, c'est de le raconter aux autres. Je ne peux pas en profiter toute seule. C'est la chance que j'ai eue d'y être. Et donc, mon rôle, c'est de vous le raconter, de le raconter à tous et de faire participer tout le monde. C'est ça, je suis un média. Je suis une courroie de transmission. Je suis... au milieu, voilà. Et je suis du côté de ceux qui regardent. Et moi, mon rôle, c'est de rapporter. C'est le reporter. Exactement. C'est le rôle du journaliste. Est-ce qu'il y a des moments... quels sont les moments les plus forts que vous ayez vécus dans vos interviews depuis tant d'années, ou dans les débats que vous avez animés? C'est une question très difficile pour moi, en fait, parce que je crois que mon disque dur se sature un peu. Et donc, la mémoire, elle est là, elle est fondamentale, mais il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. On revient souvent sur ce que vous avez vécu quand Jérôme Lavrieux, par exemple. Sur oui, alors ça, c'est le plus récent, effectivement. Qui a marqué. Mais je pensais un peu plus loin. Ouais. Je peux revenir à des moments un peu plus loin. J'ai fait une interview de François Mitterrand. Vous voyez à quel point je suis quand même pas si jeune. Celui où il vous a dragué? Celui où il était malade. On venait de découvrir qu'il était malade. Et je suis jeune chef du service politique de TF1 et je fais cette interview. Et j'ai ce président quand même qui vient de révéler qu'il est malade et qui tout d'un coup me fait un peu la cour dans son regard appuyé ou dans sa manière. Il était assez coutumier. Oui, mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je ne m'en rends même pas compte. C'est après qu'on me le dit. Moi, je suis un peu scotchée de voir ce président qui est un monument me regarder, s'adresser à moi, répondre à mes questions prioritairement. Enfin, je ne me rends pas compte qu'en fait, il veut par là montrer qu'il est encore vert. Et c'est après que je m'en rends compte. En vérité, je suis enceinte déjà d'1 mois et demi. Mon mari m'attend après. Je sors de cette interview et il y a toute la cour qui se retrouve autour de François Mitterrand. Et là, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de partir parce que je ne me sens pas très bien. Et mon mari m'attend. Et en fait, je sors, je prends ma voiture. Et alors, on n'est pas du tout au moment des portables ni rien. On est à l'automne 92. Et je tombe en panne devant le Grand Palais. Vous voyez, à Paris, à l'Élysée, et puis quelques centaines de mètres plus loin, on est au Grand Palais, et ma vieille R5 tombe en panne. Et Mitterrand vient vous dépanner? Non, pas du tout. Je suis seule, et là, vous savez, c'est une leçon d'humilité extraordinaire que j'oublierai jamais, parce que 10 minutes avant, j'étais à l'Élysée avec tous ces gens comme ça et tout. Et là, je suis toute seule, je tombe en panne, je suis dans la rue. La réalité de la vie. Et je me dis, n'oublie jamais. Voilà, c'est ça la vraie vie. Et tu sais pas comment tu vas faire pour rejoindre ton mari qui t'attend pour dîner. et là, effectivement, c'est très très important ça. On approche du pouvoir quand on est journaliste, on côtoie.
mais il ne faut jamais oublier qu'on n'en est pas, que ce n'est pas ça. Et que l'Élysée, entre guillemets, est un lieu qu'on observe, et on en sort, et on rentre chez soi. Et c'est très différent. Donc ça, c'est un moment fort pour moi, évidemment. C'est un moment très important, mais qui, par ailleurs, a été mal compris aussi, justement pour ces questions-là, alors que moi, j'en étais pas du tout consciente. Mais ça n'a aucune importance. C'est un moment fort, passionnant. Je n'ai jamais revu François Mitterrand en tête-à-tête après. Jamais. Jamais. Ah ben oui, vous n'aviez pas été très coopératrice non plus. Non, mais jamais. Je veux dire par là, voilà, c'est un moment de travail, point. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut travailler. Qu'est-ce que j'ai vécu d'autre? Je sais pas, j'ai interviewé Hillary Clinton, Madeleine Albright, j'ai interviewé des futurs présidents, des hommes politiques dans des moments difficiles ou dans des moments de gloire. Hein. Il y a des bons clients, il y a des clients meilleurs que les autres. Ah, ça c'est sûr. On peut avoir quelques noms ? Ça, c'est sûr. On peut avoir quelques noms ? Non. François Bayrou, peut-être ? En vérité, je serais soupçonnée de connivence, hein, si je le disais, n'est-ce pas ? Donc, c'est pas par hasard si j'ai fait une des premières interviews de la rentrée en venant à Pau, hein, quand même. Il paraît que vous avez un petit truc entre vous, je trahis un secret, il vous déclame des vers. En fait, c'est un homme de culture, comme vous le savez, et de grande culture. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Les idées mènent le monde, le prouve. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu plus rare ces derniers temps. Et c'est vrai que c'est le premier homme politique qui vient vers moi en me déclamant du Victor Hugo. Et quand même. Ça, c'est vrai que c'est ce que je raconte quand on me parle d'un certain nombre d'hommes politiques. Mais vous voyez, je ne veux pas faire de démagogie. Hein. C'est pour ça que je me retiens. Mais pourquoi Nicolas Sarkozy ? Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il est le seul aujourd'hui à pouvoir déclamer du Victor Hugo comme ça. Et c'est un des poèmes les plus longs. C'est un des poèmes les plus longs de Victor Hugo. Hein. Nicolas Sarkozy vous a jamais déclamé des passages de la princesse de Clèves ? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors là, vous m'entraînerez pas. Je ne vais pas faire de comparaison et je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein. Non. Là, je suis professionnelle et vous ne m'emmènerez pas là-dedans. Même vos enfants ne savent pas pour qui vous votez. C'est vrai. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Non, c'est très important. Je citais tout à l'heure l'épisode de Jérôme Lavrieux parce qu'il a marqué beaucoup les téléspectateurs de ce moment. Alors, on peut rappeler le contexte. Hein. On est dans l'affaire Big Malion. Jérôme Lavrieux, directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Et on voit un homme dans le désarroi le plus absolu sur votre plateau. Comment vous avez vécu ça ? Parce que alors, je vais vous raconter. Ça commence le dimanche soir d'avant, puisque c'est le soir des élections européennes. Et lui est tête de liste pour l'UMP en face de Marine Le Pen. Bon, moi, je suis en pleine soirée électorale et je reçois un SMS de sa part me disant « Je peux venir demain soir », donc le lundi soir. Bon. Je lui dis « Pourquoi pas ?» mais enfin, ce n'est pas a priori la première personne qui me vient à l'esprit. Je reste un peu elliptique, je dis « Pourquoi pas ?» Je me souviens qu'il est tête de liste en face de Marine Le Pen, qui là essuie une défaite quand même importante. Enfin, elle fait un beau score, hein. Elle fait un beau score le soir des européennes, mais c'est pas, elle n'est pas quand même. Et je sais pas très bien. Je dis oui, pourquoi pas. Je reste là-dessus. Le lendemain matin, je me lève et on commence à reparler de cette affaire Big Malion, et je me dis oui, non, il faut qu'ils viennent. C'est très intéressant, mais ça reste assez flou. Et puis. Vers 17h, il y a la conférence de presse de Patrick de Maisonneuve, qui est un grand avocat, qui est l'avocat de la société Big Malion. Et là, on assiste à quelque chose d'incroyable. Je suis en plateau en direct à 17h, et il raconte, et ça c'est tout à fait extraordinaire, il dévoile complètement, de façon totalement directe, les dessous de cette affaire Big Malion, pour essayer de dédouaner son client, Big Malion. Mais du coup, il raconte les fausses factures qu'a été obligé de signer Big Malion selon lui. Et là, je me dis, oulala, Lavrieux, mais c'est le bon client, oulala. Et donc, évidemment, j'avais confirmé dans la matinée parce que ça montait, mais là, j'appelle mon équipe et je leur dis, mais
il faut le confirmer, il faut vraiment lui dire qu'on l'attend et tout. Et entre 17h et 19h, suspense infernal. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir? Finalement, il arrive, il est tout tremblant. Il me dit, j'ai failli faire demi-tour plusieurs fois. Je dis, non, mais asseyez-vous, tout va bien, tout va bien. Et c'est une des seules fois où je fais entrer une personne sur mon plateau pendant le journal qui précède. C'est-à-dire que je ne le quitte pas des yeux. Oui. Voilà. Je sais qu'il est au bord de quelque chose. Et je le regarde tout le temps pour le maintenir. Et on commence l'interview, mais je ne sais vraiment pas ce qui va se passer, sincèrement. Et il commence à dire, oui, c'est vrai, on a fait des fausses factures, oui, c'est vrai. Et là, je suis moi-même complètement scotchée. Et il y a à l'oreillette mon boss, Hervé Bérou, et qui me dit, continue. Et ça se passe. Et c'est là que je vous parlais d'écoute, parce que là, je n'ai pas à être agressive, j'ai rien à faire, j'ai rien à dire, j'ai juste à avoir... de l'empathie, voire même de la compassion peut-être. En tout cas, je sais que je vis un moment qui est très fort. Et du coup, on me dit, on a fait sauter la pub, continue. Et il est en larmes. Et là, il faut à la fois être dans l'écoute, mais aussi poser les questions. Parce qu'on peut aller plus loin. On peut encore avoir de l'information, parce que c'est ça mon rôle. Mais jusqu'où? Moi, je ne veux pas non plus être assiste. Enfin, c'est dérangeant aussi d'avoir un homme qui pleure en face de soi. Donc, je ne suis pas non plus dans le voyeurisme. Je n'ai pas envie non plus d'avoir quelqu'un qui s'écroule. C'est pas mon rôle non plus. C'est la question que j'allais vous poser. Quelle limite on se donne dans un cas comme celui-là? La limite, c'est de revenir aux questions de fond. Voilà, c'est d'avoir l'information. C'est pas d'avoir un homme non plus qui est à la fin du rouleau, quoi, qui est au bout du rouleau, quoi. C'est pas non plus. Enfin, voilà. Donc c'est aussi d'avoir une forme de rigueur qui est. Attendez, moi je suis là pour poser des questions, pour apprendre plus, mais pas pour vous avoir. Pas pour vous avoir à la fin. Enfin, c'est pas. Ça, c'est très dérangeant pour moi. Je suis pas dans ce rôle. Donc ça veut dire avoir la rigueur intellectuelle de revenir aux questions de fond et de ramener la personne à son rôle et à sa fonction et pas d'avoir un homme qui s'écroule. Oui, ça c'est très important pour moi. Oui. Comment ça s'est passé après? Alors ce qui est fou, c'est qu'après mon équipe, moi ça s'enchaîne. Moi en fait, si vous voulez, je peux pas rester longtemps après avec l'invité parce que l'émission se poursuit. Et donc, il y a d'autres invités qui arrivent après. Donc, en fait, mon équipe le prend en charge et on a beaucoup de caméras qui attendent devant la porte de BFM TV. Il ne veut pas leur répondre. Et donc, on le ramène dans sa voiture et par le parking, par les souterrains, il repart. Et après, il y a d'autres hommes politiques qui arrivent. Il y a Pierre Lelouch, à l'époque, et Jean-Christophe Cambadélis, pour commenter les élections européennes. Et en fait, c'est un moment de vérité. Ils sont bouleversés aussi. Ils ont vu une chose auquel ils ont assisté. Et du coup, le ton qu'on adopte tous n'est pas le même. Ils sont tous un peu scotchés quand même. Ils sont tous un peu secoués parce que ils ont assisté à des révélations en direct sur un scandale d'État et sur un scandale politique majeur. Et en même temps, ils sont choqués sous le choc de l'authenticité d'un homme. Et donc, ils ne parlent pas de la même façon. Ils ne sont pas dans la langue de bois, il se passe quelque chose, vraiment. Et on est tous dans une forme de bouleversement personnel intérieur et qui fait que tout est un peu exceptionnel tout le temps de cette soirée-là. Et puis, on se pose beaucoup de questions. Alors moi, je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi il est venu sur mon plateau pour dire ça? Pourquoi il m'a choisi moi? Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qu'ils veulent? Enfin, je reste sur ces questions-là aussi. Vous en avez reparlé avec lui? J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Vous n'en avez pas reparlé avec lui? Parce que moi, je reste dans cette distance. Je l'ai eu quelques jours plus tard, parce qu'on me dit qu'il ne va pas très bien, et que, en quelque sorte, je me sens un peu responsable, même si je ne le suis pas, parce que c'est lui qui a choisi de venir. Et donc, je l'ai au téléphone quelques minutes, 2 ou 3 jours après, et je lui demande comment il va, et il me dit c'est très dur, on dit des choses horribles sur moi, toute ma famille politique m'en veut, on va sur ma vie personnelle. Et là, il paraît que je dis des mots qui le rassurent. Je l'ai appris après, mais je suis une personne et je lui dis ce que je ressens. Il y a quelqu'un au bout du fil qui a l'air d'être vraiment pas bien.
et j'essaye de le rassurer et de le faire tenir. J'apprends après, par les journalistes du Monde, qu'il était au bord du suicide. Sincèrement, je le ressens. Je ressens qu'il y a une personne là qui va très mal. Mais là, je ne suis pas journaliste. Je suis une personne. Je suis un être humain qui dit à l'autre... tiens bon, la politique c'est dur, mais demain ça ira mieux. Demain ça ira mieux. Mais c'est tout. Il dit que c'est votre SMS, c'est le SMS de quelqu'un d'autre ou votre conversation qui l'a empêché de franchir ce pas. Bon, mais ça je veux pas. Là aussi, je veux pas en être une actrice au sens où je l'ai fait comme n'importe qui. Vous l'auriez fait, voilà. C'est normal, heureusement. Heureusement, c'est tout. Vous dites tout à l'heure que la classe politique connaît une fin de cycle. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on parle de la fin de cycle de la classe politique. Mais force est de constater, voilà, Fillon qui démissionne aujourd'hui de son micro-parti pour laisser la place à Retailleau, Wauquiez qui refuse les débats. C'est nouveau ça quand même, non ? C'est de la politique. Hein. Bon, il n'a pas intérêt dans son esprit à débattre. Ça révèle quelque chose. Il considère que ce n'est pas de son niveau. Et voilà. Oui. Je sens qu'elle veut m'entraîner, hein. Oh là là. Elle veut pas. Je voudrais qu'on parle d'une autre affaire qui secoue pas mal le landerneau de l'information, et c'est à la fois l'affaire Mediapart Charlie Hebdo. Comment vous observez ce qui se passe ? Je suis très touchée. Ce déchaînement et je suis extrêmement touchée. Moi, je suis extrêmement touchée parce que j'ai vécu cette affaire, enfin les attentats de façon très, très charnelle, très personnelle. J'ai annoncé la mort de Bernard Maris à l'antenne. Je découvre qu'il fait partie des morts. Je suis à l'antenne. Je l'avais eu sur mon plateau 3 jours avant. J'ai adoré rencontrer Charb plusieurs fois. Bon, voilà, comme beaucoup de gens, comme beaucoup et d'hommes politiques et de personnalités et d'intellectuels français, on était tous extrêmement attachés aux personnes de Charlie Hebdo. On n'était pas toujours d'accord. Moi, je n'ai pas d'accord avec Charlie Hebdo. J'admire la société française qui peut se permettre d'avoir un Charlie Hebdo. Je suis très attachée à une société qui peut se permettre de supporter d'avoir un Charlie Hebdo. Bien sûr. Et de supporter la critique, la caricature. Je ne suis pas du tout... Enfin, je veux dire, je n'ai pas à m'exprimer sur c'est bien, c'est pas bien. Je n'ai pas... C'est pas. Je suis fière d'être dans une société qui peut se permettre d'avoir Charlie Hebdo. Qui peut... Voilà. Et ça, c'est très important. Cette bataille Charlie Hebdo, je ne veux pas la réduire à Charlie Hebdo Mediapart. Je pense que c'est une bataille d'idées qui secoue la gauche, et qu'elle est passionnante, forte, qu'elle est utile et que... Nécessaire. Je ne veux pas la réduire aux personnes. Elle ne m'intéresse pas si elle est une bataille Valls, Plenel, Ries. Moi, je suis attachée à l'éditorial de Ries, qui est très sobre, qui est très fort. Et je sais que j'ai voulu interviewer Ries et qu'il ne peut pas se déplacer parce qu'il est sous protection policière permanente et que c'est extrêmement dur. Voilà. Et c'est une bataille d'idées. Et je pense que tout le monde doit mesurer ses paroles, y compris nous. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut plus mettre d'huile sur le feu aujourd'hui sur ces questions. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une auto-introspection d'un certain nombre d'intellectuels, ou en tout cas de ceux qui se présentent comme tels, qui ont un peu joué avec le feu. Et je pense que c'est un débat salvateur dans la gauche, oui. Et qu'il faut aller au bout de ce débat. Mais ça revient à ce que je vous disais sur mon attachement aux valeurs républicaines, à cette laïcité qui est émancipatrice. Puisque vous voulez intervenir juste sur les valeurs et les idées, est-ce que vous ne pouvez pas avoir un rôle à jouer dans cette recomposition que vous appelez ? Non. Aucun. C'est-à-dire à mon poste, mon poste d'observatrice. Juste poste d'observatrice. Oui. Bon, évidemment, j'ai dit que j'avais des engagements au sens qui sont des engagements d'idées, qui ne sont pas des engagements de personnes, qui ne sont pas des engagements de partis, qui ne sont pas des engagements de... Vraiment loin de moi, qui sont des engagements d'idées de fond. Mais
Mais non, j'ai pas à jouer un rôle. J'ai à faire que sur mon plateau se déroule ce débat le plus sereinement. Mais il faut pas éviter parfois. C'est peut être très dur. Il faut pas l'éviter. Parfois, ça peut être dur et je l'ai vécu durement aussi parfois parce que pendant la période des attentats, il y a un certain nombre de journalistes qui étaient visés. Vous avez été menacée vous-même? Ça fait partie de la vie de journaliste d'aujourd'hui. C'est Stendhal qui disait « La vocation, c'est avoir pour métier sa passion ». C'est vraiment... on touche là à... Les liens sont indéfectibles entre ce que vous vivez et la passion avec laquelle vous le vivez. Ah oui, non mais c'est un privilège. C'est encore une fois, c'est une chance que je souhaite à tous. À tous. Notre chance aujourd'hui, c'était de vous avoir sur ce plateau, Hôtel Krief. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Infiniment.